Alors, bienvenue à tous à ce webinaire et puis je vais laisser Sylvie et Gilles se présenter et débuter la présentation. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire-là. Cogep est très heureux de vous le présenter. Donc, le webinaire aujourd'hui, c'est comment atteindre le zéro panne avec la maintenance prédictive automatisée, qui va être présenté par Sylvie Rioux d'Andromedia Technologies et par moi-même, Gilles Saint-Laurent de Cogep. Donc, si on regarde un petit peu le contenu du webinaire, donc, mot de présentation et mot de bienvenue et présentation. Introduction au concept, c'est vous nous parler des concepts. Pourquoi l'Internet of Things pour la santé des machines? On va vous présenter une étude de cas qui a été faite avec chez un de nos clients et comment se fait l'intégration 6M et GTI. Comment évaluer le retour sur investissement d'un projet de maintenance 4.0. Ensuite, on va avoir une conclusion, une petite période de questions à la fin. Donc, gênez-vous pas. Vous pouvez, pendant la présentation, écrire vos questions et on va essayer de répondre aux questions à la fin. On va avoir une petite période de peut-être 10 minutes. Et si on n'a pas le temps de répondre, bien, le chargé de projet pourra communiquer avec vous pour vous donner des réponses. Et à la fin, on a un mini-sondage qui va être transmis, que vous allez devoir répondre, s'il vous plaît, à la fin. Alors, merci beaucoup à l'équipe de Cogep de me donner l'opportunité de parler d'un sujet qui nous passionne véritablement, c'est-à-dire l'Internet des objets et la maintenance prédictive automatisée. Alors, pour ceux d'entre vous qui ne connaissaient pas Andromedia Technologies, donc nous sommes une jeune entreprise de Trois-Rivières fondée par deux ex-gestionnaires de milieux industriels pour les gestionnaires d'usines d'aujourd'hui. Alors, notre slogan, c'est « Solutions innovantes pour usines performantes » et on travaille actuellement dans les usines au niveau de trois axes très importants. Premièrement, la cueillette des données numériques avec des capteurs IoT dont on va parler aujourd'hui. Avec ces capteurs-là, on peut faire deux choses, de la télémétrie 4.0 et de la maintenance 4.0. Évidemment, l'objectif d'avoir des données, c'est par la suite d'avoir des tableaux de bord, d'être prévenu s'il arrive une anomalie ou un problème. Et là, quand on a des données, ce qui est vraiment merveilleux, c'est de pouvoir mettre en place des algorithmes prédictifs pour nous aider à être plus proactifs que réactifs. Alors, commençons par quelques concepts. Donc, personnellement, j'ai travaillé plus de 20 ans en usine, de différents types d'usines. Et à la fin de ma carrière, avant de devenir entrepreneur dans le numérique, j'ai travaillé beaucoup au niveau de l'amélioration continue. Et une des grandes difficultés lorsqu'on travaille en usine, c'est vraiment d'avoir des bonnes données pour s'améliorer en continu. Donc, au jour d'aujourd'hui, avec des capteurs en Internet des objets, il y a vraiment plusieurs axes qu'on peut améliorer avec des bonnes données. Alors, un des axes dans lesquels nous avons débuté au niveau de notre entreprise, c'est d'aider les gestionnaires qui ont des contraintes au niveau de l'environnement, la consommation d'énergie. Donc, il y a des capteurs IoT pour ça. La santé machine, bien évidemment, le sujet d'aujourd'hui. Un troisième axe très important également, c'est tout ce qui est mesure de la productivité et de la santé des procédés. La gestion de la santé et sécurité également, on a des demandes, entre autres, pour mesurer le monoxyde de carbone, la température, l'humidité relative en usine, où est-ce qu'il y a des contraintes thermiques pour les employés. Donc, l'idée derrière ça, c'est d'avoir la bonne donnée à la bonne personne juste à temps, toujours dans l'esprit d'être proactif plutôt que réactif. Alors, pourquoi nous, on a commencé à s'intéresser à l'Internet des objets chez Andromedia Technologies? Bien, tout d'abord, nous, on vient de Bertrand Gauvreau et moi, le président de l'entreprise, on vient de la grande industrie et on avait la chance d'avoir des ordinateurs programmables, des historiens. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui avaient déjà travaillé avec PyOsisoft, par exemple. Et lorsqu'on a commencé à travailler avec d'autres types d'entreprises ou des plus petites usines ou différents types, finalement, d'entreprises, ce qu'on a découvert, c'est que
on avait vraiment un cruel manque de bonnes données. Et je dis toujours à la blague que les gens maintenant sont souvent le parent pauvre, excusez-moi de vous désigner comme ça, au niveau des bonnes données temps réel pour être capable d'être proactif. Donc, l'Internet des objets, c'est quelque chose qui est vraiment simple. Je vous montre à l'écran. Donc, vous avez un boîtier qui va recevoir les données. Vous avez des petits, là j'essaie de me mettre devant la caméra, des petits capteurs comme ça. Celui-ci, par exemple, vibration 3 axes température. Et la beauté de ça, c'est qu'on n'a pas de fil à passer en usine parce que on a un mode de communication qu'on va voir un peu plus loin. L'autre chose très intéressante, c'est que ça prend à peu près 4 secondes et quart à installer parce que souvent, sur les machines, on va utiliser des aimants qui sont quand même assez puissants pour fixer les capteurs et le boîtier de capteurs. Ce qui fait en sorte que dans votre usine, on met en place ce qu'on appelle une infrastructure qui est très légère, modulaire, puis qui peut être évolutive. Donc, souvent, avec nos clients, on va commencer par un petit projet sur une ligne. On commence par qu'est-ce qui est douloureux, qu'est-ce qui est pénible, ce qui vous empêche d'avoir des belles fins de semaine, des nuits complètes. Donc, ces machines-là, on commence par celles-là et par la suite, on peut graduellement augmenter le nombre de capteurs. Alors, qu'est-ce qui est merveilleux également avec l'Internet des objets, c'est que les données qu'on envoie vers un ordinateur, ça n'a pas de limite de calcul. On peut lui donner autant de données qu'on veut et l'ordinateur va être capable de traiter ces données-là. L'autre chose très intéressante, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on donne un beau webinaire avec nos amis de Cogep, c'est parce que les nouvelles technologies comme ça, c'est très facile aujourd'hui de faire de l'intégration avec les progiciels, dont les GMA. Évidemment, à partir du moment qu'on a les données, les tableaux de bord, les données sont disponibles de partout, multi-secteurs, multi-usines, multi-villes. Donc, avec le télétravail en période de pandémie, c'est merveilleux. Et le dernier point, non le moindre, c'est que les nouvelles technologies sont 4 fois moins chères que l'approche traditionnelle. Alors, c'est pourquoi, lorsqu'on fait des projets, on a vraiment des retours sur investissement ultra rapides avec nos clients. Alors, comme je dis souvent, les machines nous parlent, souvent, c'est parce qu'on n'a pas les bons outils pour les écouter. Alors, ici, vous avez la bonne vieille PF Curve que vous connaissez certainement. Donc, ici, évidemment, l'analyse de vibration en continu, c'est un des paramètres qu'on utilise énormément, mais il y a vraiment beaucoup d'autres types de capteurs pour mesurer la santé des machines. Alors, l'idée derrière ça, c'est que plus tôt on sait qu'il va y avoir un problème avec une machine, moins ça coûte cher. Plus on attend à la dernière minute, plus on s'en va vers des arrêts non planifiés, des bris imprévus, plus ça coûte cher à l'entreprise. Donc, c'est une des raisons majeures pourquoi la maintenance 4.0 prend de plus en plus d'importance dans les usines, parce que si on veut être efficace, si on veut être rentable, on n'a pas le choix, il faut s'intéresser à ça. Alors, pourquoi la vibration en continu? Écoutez, des fois, je rencontre des clients qui me disent « Ah, Sylvie, moi, là, je fais des tournées de vibration, j'engage une firme, ils viennent 1 fois ou 3 mois, puis maudine, mes machines brisent entre les deux. » Donc, pourquoi ne pas avoir la mesure de la vibration 3 axes température en continu avec un beau petit capteur? La manière que ça fonctionne, on se base vraiment sur de la science connue depuis 100 ans. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec ISO 10816, entre autres, parce que souvent, nos clients ils me disent, écoute, Sylvie, je ne sais même pas c'est quoi la limite seuil critique de vibration de ma machine. Soit je n'ai pas beaucoup de tests, un test par année, un test aux 3 mois, ou j'en ai carrément pas d'analyse de vibration. Donc, souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se partir avec avec le client, on va définir, bon, est-ce que c'est une machine, par exemple, de classe 2, d'accord? Et on va venir évaluer, bon, ben, une machine de classe 2, là où ça devient risqué, le seuil de vibration, par exemple, on parle de 7,1 mm/s de vélocité de vibration. Donc, vous voyez, c'est des choses simples et connues sur lesquelles on se base. Un autre concept, c'est que, et ça nous a été rapporté par plusieurs de nos clients, c'est que parfois, on mesure avec des capteurs de vibration ou de température, bien, vibration surtout, ce qu'on appelle des anomalies. Donc, une anomalie, bêtement, 2 fois l'écart type sur une série de mesures. D'accord? Alors, je vous ai mis une belle photo exemple. Donc, un engrenage qui pète en québécois.
ça va nous donner des pics d'anomalies, n'est-ce pas? Et vous allez pouvoir agir beaucoup plus rapidement parce que ça, c'est le genre de bris qu'on va découvrir parfois lorsqu'on ouvre la machine au prochain shutdown, comme on dit. Alors, c'est le genre de truc qu'on peut voir et qui nous permet d'agir beaucoup plus rapidement sur nos équipements. Un autre concept, étant donné que j'ai travaillé longtemps en usine, en tant qu'ingénieur de procédés, c'est souvent les discussions qu'on avait avec les gens de maintenance, qui avaient souvent des petites guéguerres avec les gens de production. Moi, dans mes usines, j'ai vécu ça, je ne sais pas vous autres. Donc, le concept de TPM, donc c'est une méthode Toyota, la Total Productive Maintenance, si vous êtes plus ou moins familier avec le concept, je vous invite à lire là-dessus, c'est très intéressant. Donc, avec la télémétrie, avec des écrans comme on voit, le concept est simple, c'est que vos opérateurs sont capables de voir des petits problèmes avant que ça devienne des gros problèmes et de devenir des partenaires. Travailler en équipe, c'est essentiel en usine, surtout de ce temps-là où est-ce que tout le monde manque de ressources humaines. Alors, vous voyez ici, ça c'est un exemple très simple. Pas besoin d'avoir étudié 4 ans en génie mécanique puis devenir un expert fiabiliste. Simple, simple, simple. Quand c'est vert, ça va bien, tu opères bien ta machine selon les spécifications. Quand c'est jaune, attention, tu as une inspection ou un ajustement qui est requis. Et quand c'est rouge, attention, appelle la cavalerie, c'est-à-dire les gens de maintenance, action immédiate requise. Donc, vous voyez, c'est vraiment un concept qu'on peut intégrer. Moi, j'appelle ça la TPM 4.0 maintenant. Une autre chose, un autre concept sur lequel je veux vous sensibiliser, c'est qu'au Québec, on a certaines usines où le parc machine est plutôt âgé. D'où le titre de cette page-là, « Abat l'âgisme des machines ». Pourquoi? C'est que je vous donne à titre d'exemple, un de nos clients, Fab3R, ici à Trois-Rivières, eux, ils ont plusieurs machines-outils, dont celle-là, la fameuse MPE, qui processe beaucoup de grosses pièces pour des bandes de barrage au Québec, des rouleaux de machines de pâte et papier. Et eux, ils me disaient, le président me disait, écoute, Sylvie, nous, là, on a un vieux parc de machines, on n'a pas de PLC, je me sens pas vraiment dans le coup pour intégrer du 4.0 dans mon usine. Erreur. Parce que les capteurs, ils n'ont pas besoin de PLC. Donc, c'est ça qui est merveilleux. Alors, dans leur cas, voyez-vous, juste rapidement, à titre d'exemple, ici, il y a un très gros réducteur dans la tête de la machine-outil qui s'appelle amoureusement la MPE. Donc, c'est ce réducteur-là qui était plutôt briseux, qui n'est pas facile d'accès. Les gens de mécanique d'entretien n'avaient pas tendance à aller là. Donc, ce qu'on a fait avec eux, c'est qu'on a installé un système de surveillance avec des capteurs IoT au niveau de la lubrification, la vibration de 3 axes et température. Et là, ils ont découvert un phénomène que je suis certaine que vous ne voyez pas dans vos usines, c'est-à-dire que la faction de jour opérait d'une certaine façon et la faction de soir d'une autre façon qui faisait en sorte que la machine vibrait 2 fois plus le soir que le jour. Alors, ils pensaient vraiment que la machine était rendue à bout d'âge et qu'il allait devoir la changer, que ça allait coûter des millions. Et non, juste les bonnes vieilles méthodes de travail ont pu régler le problème dans ce cas-là. Et les gens maintenant sont très, très heureux d'utiliser cette solution-là sur leur machine. La maintenance prédictive automatisée. Ça, pourquoi vous êtes ici cet après-midi? Alors, comme on sait, souvent dans les usines, c'est des ingénieurs fiabilistes qui vont faire ce genre de travail-là. Nous, ce qu'on fait avec les capteurs d'analyse de vibration et température, si vous n'avez pas de données de vibration sur votre équipement, alors vous voyez ici la tendance graphique dans le temps au niveau de la vibration. Alors, l'algorithme, lui, il est très simple. Ce qu'il nous dit, c'est si la tendance se maintient, dans combien de temps atteindrons-nous le seuil critique que nous avons préalablement déterminé à partir de notre fameux tableau 10 816 que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, voici un exemple. Donc, une machine de classe 2 à 7,1 mm/s. Donc, on a mis un seuil critique dans SysM pour déterminer à quel moment on doit donner l'alerte.
Et on va voir plus loin le lien après avec GuideTI, comment ça se passe. Donc, dans ce cas-ci, étant donné les délais de livraison avec les fournisseurs, on a évalué qu'à 39 jours, l'alerte s'allume en jaune parce que, dans le cas de cette usine-là, le seuil critique, c'était, je crois, 40 ou 45 jours. Donc, en bas de ça, ça devient important de traiter cette situation-là pour ne pas avoir de problème avec notre équipement. Comment l'architecture, au niveau de la solution matérielle, ça se passe dans votre usine? Alors, justement, mon associé est en installation dans une usine de chocolat, imaginez la joie. J'aurais aimé que ce soit moi qui fasse l'installation. Donc, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on a premièrement ce qu'on appelle un boîtier récepteur. Donc, c'est un boîtier industriel, IP65 à IP69 selon votre milieu industriel, dans lequel on retrouve trois choses. Premièrement, on retrouve un récepteur qui va recevoir les données et qui va les digérer, les cruncher pour l'ordinateur, qui va faire, on va faire des moyennes. Par exemple, dans le cas de la vibration, on va faire des moyennes aux 15 minutes, qui sont avec une valeur tout à fait significative pour faire de l'analyse algorithmique. Donc, on installe également un micro-ordinateur industriel dans lequel on installe SysEm, la solution que je vous présente aujourd'hui. Alors, au niveau des capteurs, le langage de communication des capteurs, nous, on a fait beaucoup d'essais depuis 2014. Le langage de communication des capteurs qu'on a trouvé qui est le plus robuste pour les milieux industriels, parce qu'on le sait, hein, en usine, il y a toujours des zones mortes au niveau du Wi-Fi. Donc, rapidement, on s'est rendu compte que c'était peu fiable là, pour nos clients industriels. Alors, ce qu'on a décidé de regarder, c'est des capteurs qui travaillent avec ce qu'on appelle un réseau maillé ou encore Digimesh, si vous préférez. Les technos parmi nous, ça fonctionne à 900 MHz en Amérique du Nord. Et ce réseau-là fait ni plus ni moins une espèce de toile d'araignée dans votre usine où chaque capteur va communiquer son information au capteur suivant jusqu'à se retrouver au récepteur qu'on a placé stratégiquement au centre de votre usine ou de votre organisation, de sorte que si vous voulez éventuellement ajouter des capteurs, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'avec le même setup, excusez-moi l'anglicisme, vous pouvez mettre jusqu'à 250 capteurs dans votre usine et là, ça peut être des capteurs pour tout plein d'usages, que ce soit environnement, maintenance 4.0, productivité. Donc, ça fait comme un genre d'écosystème, si vous voulez, qui est propre à lui-même et qui n'en rentre pas en conflit avec d'autres systèmes chez vous. Et de là, une fois qu'on a les données, la solution logicielle peut vous envoyer des alertes courriels, vous avez des tableaux de bord, etc. Et là où ça devient encore plus intéressant, ce qu'on va voir dans quelques secondes, c'est lorsqu'on s'intègre avec notre GuideTI. Alors, je céderai la parole à mon ami Gilles pour la suite. C'est très intéressant, Sylvie, ce que tu nous montres. Écoutez, vous voyez comment c'est assez simple quand même comme système. En fait, SysEm, son but, lui, c'est de faire l'analyse des données récoltées par tous les capteurs qui est installé. Donc, c'est vraiment là que l'analyse est faite. Ce que ça fait, c'est que ça nous génère un événement. Donc, si, selon les mesures prises, selon les critères qui ont été définis, c'est transmis à GuideTI. Évidemment, GuideTI, c'est votre outil où est-ce que un bon travail va être créé. Vous allez devoir faire la planification, l'exécution complète du bon travail. Donc, tout ça est fait dans GuideTI. On passe à la suivante. Donc, ici, on voit un peu, en fait, les requis. Ce que vous voyez ici, vous êtes familier avec l'écran de gestion des actifs. Donc, vraiment, ce que vous avez besoin, c'est on a besoin du code d'actifs qui doit être identique à ce qui se trouve dans SysEm. Donc, c'est assez simple. On a besoin seulement de ça au niveau des actifs. On a ici, vous voyez que c'est souligné en vert, le niveau de criticité. C'est une bonne pratique de mettre en place ça chez vous. Faites une analyse de criticité. C'est pas requis pour l'implantation,
mais c'est une bonne chose à mettre en place, définir différents niveaux de criticité de vos actifs, puis vous priorisez vos interventions en fonction de ça. Donc, au niveau des actifs, la configuration, c'est le code actif qui est requis. Maintenant, si on va au prochain, au niveau des bons de travail, ce qu'on doit faire, c'est créer des modèles de bons de travail. Donc, nous, on reçoit finalement, des événements que SysN nous envoie. Donc, c'est basé sur deux modèles comme tels. Un modèle qui est une prédiction. Donc, on reçoit un signal comme de quoi qu'on a un certain, faut prendre une action dans un certain temps. On a une certaine plage pour agir, tandis que l'autre, si c'est un avertissement, il faut agir rapidement. Donc, c'est une urgence. Donc, on voit ici un modèle d'avertissement, où est-ce que vous connaissez un peu les modèles, vous remplissez déjà les différents paramètres qui vont se mettre automatiquement sur le bon de travail. On le voit un petit peu ici, là, dans l'intervention. Si vous mettez une intervention qui pourrait être utilisée au niveau du pool, pour ceux qui connaissent le pool, si vous ne connaissez pas le pool, je vous invite à suivre le webinaire sur le transfert des bons de travail sur du mobile par auto-assignation. Donc, si on va à la prochaine. Donc, ici, on a l'exemple d'un bon de travail qui a été généré, qui est un type urgence. Donc, là, je pense que tu as une petite, où tu actives l'animation. OK, donc on voit ici que c'est transféré sur le mobile par auto-assignation. Donc, ça peut être transmis à différentes personnes. Ça peut être fait en fonction de la compétence. Donc, c'est envoyé à un groupe de personnes qui doit prendre possession du bon de travail pour exécuter en mode d'urgence. Donc, on n'a pas besoin d'avoir une intervention d'un planificateur ou d'un superviseur. C'est envoyé directement au technicien qui pourra, à ce moment-là, faire la réparation et exécuter le travail. Ici, c'est un autre exemple, mais plus au niveau en planifié. Donc, on est en mode prédictif. OK? Donc, le système nous envoie, puis ça a été défini. C'est une définition que vous avez faite chez vous. On crée le modèle. Si on crée le modèle, on se laisse tant de temps, on met ça comme priorité dans notre bon de travail. Et puis, à ce moment-là, ben, vous pouvez faire de la préparation, commander des pièces, il faut commander des pièces, l'ordonnancer, la signer, l'exécuter avec notre fantastique outil Plan 3 que vous connaissez. Alors, souvent, la question nous est posée, n'est-ce pas, Gilles? Comment faire pour évaluer le retour sur investissement d'un projet de maintenance 4.0? Souvent, là, parce que moi, j'étais comme ça quand j'étais jeune ingénieur en usine, j'ai dû apprendre à faire cet exercice-là de calcul de ROI pour être capable de vendre, en guillemets, mes projets d'amélioration à mes patrons. Donc, d'entrée de jeu, je vous ai mis 4 petits icônes sur une étude que j'ai réussi à trouver sur Internet qui a sondé 50 gestionnaires d'usines en Europe et qui a fait un peu un sondage sur des gens qui ont déjà implanté la maintenance 4.0 dans leur usine. Qu'est-ce que ça leur a donné? Et là, c'est fort intéressant parce que plus on fait des projets ici au Québec, au Canada, en Amérique du Nord avec nos clients, plus on découvre qu'on se rapproche de ces chiffres-là. Mais vu que je n'avais pas mes propres chiffres statistiques à l'appui de 50 clients, ben je vous partage ça. Donc, les gestionnaires d'usines qui implantent la maintenance 4.0 nous rapportent des réductions des temps d'arrêt de 75%. Très intéressant. Réduction des coûts d'entretien de 45%. Donc, évidemment, si on arrête moins, on brise moins, on produit plus. Donc, augmentation de la production de 25%. Et souvent, on reproche aux gens de maintenance, lorsqu'ils font des travaux en urgence, d'être un petit peu cow-boy en santé sécurité. Donc, moi, j'ai vu ça souvent dans mon ancienne vie. Donc, un des effets insoupçonnés de la maintenance 4.0, mais ultra important, c'est la réduction des risques en santé et sécurité de 30%, ce qui n'est pas négligeable dans une usine, si on veut conserver nos précieuses ressources.
De plus en plus, nous, on aide beaucoup nos clients, puis probablement que l'équipe de Cogep fait la même chose pour sortir un peu du jus et de la viande de nos GMAO, parce que souvent, on a tellement de données, tellement de bonnes informations qui nous le disent, c'est sur quel équipement qu'on doit investir en maintenance 4.0. Alors, souvent, ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va sortir ce que j'appelle une analyse de Pareto, OK? Où est-ce qu'on va identifier clairement quels sont, au jour d'aujourd'hui ou les 2 dernières années, le 20 d'équipement qui a causé 80 d'arrêts non planifiés. OK? Ça, là, on prendrait une marche dans vos usines. Je suis sûre que vous m'épointeriez les équipements qui font ça. Donc, souvent, on les connaît. C'est juste qu'on n'a pas pris le temps de calculer comment ça coûte, ça. Parce que ça coûte très cher en usine. L'autre élément qu'on va, parce que souvent, là, les paybacks se calculent juste avec ça, c'est-à-dire que la règle du pouce, souvent que j'utilise, beaucoup d'usines au Québec, 1 heure d'arrêt de production, c'est à peu près 6 000 de l'heure. OK? Si vous faites des produits à haute valeur ajoutée, moi j'ai déjà travaillé dans l'aluminium, le nucléaire, c'était beaucoup plus cher que ça, là, mais grosso modo. Sinon, vous demandez à votre contrôleur comment ça coûte 1 heure d'arrêt chez nous, il va vous le dire. Deuxième élément sur lequel qu'on va ajouter lorsqu'on calcule notre retour sur investissement, c'est ce que j'appelle la tournée, l'optimisation des tournées d'analyse de vibration et autres analyses. Combien de fois je vois des gens partir avec un bon pad à clip, un formulaire, faire des tournées? Écoute, c'est-tu de la valeur ajoutée pour nos gens quand on peut avoir des compteurs, des capteurs IoT, etc.? En contexte de rareté de ressources, je pense qu'il y a moyen de faire autrement. Les gens aussi qui viennent chez nous et qui vont faire des analyses ponctuelles aux 3 mois, aux 6 mois, souvent les gens vont revisiter la fréquence et la pertinence aussi de faire ça lorsqu'on a déjà des bons capteurs d'analyse de vibration, 3 axes et température. En continu. Un autre élément, c'est ce qu'on appelle les fameuses routes d'inspection ou les tournées d'entretien préventif. Il y a différents termes pour les désigner. On a des clients qui nous rapportent que, hey, Sylvie, on faisait bien trop de telle route, puis bien trop pas assez de telle autre route. Comprenez-vous? Donc, le fait d'avoir des données temps réel sur la santé de vos machines, vous allez découvrir que vous ne saviez pas que vous ne saviez pas. Donc, c'est ça qui est vraiment merveilleux, vraiment intéressant. Donc, évidemment, on va optimiser nos routes pour faire des bonnes routes qui sont payantes, qui sont vraiment pertinentes et payantes avec nos ressources ultra rares. Et l'autre élément également, c'est que ça nous est rapporté par nos clients aussi, c'est que si vous savez précisément à l'avance qu'est-ce qui va briser, bien, imaginez tous les concepts de SMED que vous pouvez mettre en place pour faire le bon kitting, la bonne réparation, puis faire en sorte que, ça c'est vraiment des témoignages clients que j'ai reçus, Sylvie, avant un arrêt sur tel type de bris potentiel, ça nous prenait 4 heures. Maintenant, avec SysM, puis avec notre guide TI, on est capable de ramener ça à 1 heure parce qu'on est full prêt, là. Tu sais, moi, j'ai toujours l'image du SMED ultime. Si vous êtes amateur de Formule 1, observez l'équipe lorsqu'ils changent 4 pneus, lorsque la F1 arrive au puits. Hey, si on pouvait implanter ça dans nos usines, ça serait-tu assez merveilleux? Donc, alors, puis le dernier point, non le moindre, c'est que, un peu comme je disais tantôt, c'est que ça nous permet d'éviter la surmaintenance. Faire vraiment la bonne maintenance juste à temps. Donc, je sais que dans plusieurs de vos usines, vous manquez de techniciens, vous manquez de monde, de fiabilistes, etc. Donc, c'est vraiment des points à considérer lorsqu'on fait notre évaluation de ROI. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus, Gilles? Écoute, j'aurais plusieurs choses à rajouter parce qu'au niveau du calcul de comment ça coûte une heure d'arrêt, je pense que les gens de plus en plus calculent leur taux de rendement global. Ils savent très bien, ou si vous êtes en mode d'optimisation ou d'amélioration, vous devez justifier des projets d'amélioration. Vous savez ce que ça coûte en gain, rajouter un pourcentage ou 1/10 de % d'uptime sur vos équipements, ça vaut de l'or.
Donc, ça, c'est des choses que vous savez très bien. C'est bon. Super. Ben, Là, je vois que notre maître il du est temps 15 nous heures, a... oui. Oui, ben, il est 15 heures. Ben, si on a un peu de temps, je pense, oups, on a un peu de temps pour prendre des questions. Désolé. Ben, on n'a pas tout à fait terminé, Richard. Je vais juste Oui, terminer rapidement. Puis oui, on va parfait. se garder du temps pour les questions. Parce que Ben, j'imagine que tu as oui, beaucoup de questions. non, non, pas encore, mais allez-y, c'est vrai, on s'est gardé une dizaine de minutes à la fin. OK, Parfait. super. Donc, on a encore 5 Donc, minutes. juste pour expliquer aux gens, nous, on aime ça, faire des projets avec nos clients, mais on aime ça quand c'est pas long puis efficace. Donc, si on a bien identifié le 20 des équipements qui causent 80 des temps d'arrêt, bien là, après ça, donc, on a identifié nos équipements critiques, évidemment. Après ça, on vous aide et on vous accompagne pour choisir les bons capteurs adaptés à votre milieu industriel qui vont prendre les mesures dont vous avez besoin. Ensuite, rapidement, vous allez voir, on met en place tout de suite les graphiques de tendance. Et déjà, avec nos connaissances en milieu industriel, plus les vôtres en usine, on va mettre ce que j'appelle en place des alertes de seuil pour faire déjà de la maintenance conditionnelle, basée sur des alertes qu'on va convenir. Là, on n'est pas encore dans le prédictif, mais déjà, là, c'est ultra payant de se rendre à l'étape 4 de mon schéma. Par la suite, au bout de quelques semaines, je vous dirais, ça prend peut-être un mois de données environ. Déjà, on est capable de construire les modèles prédictifs pour mettre en place la fonction d'analyse prédictive pour éventuellement intégrer avec votre GMAO. Donc, c'est un peu les étapes. Je vous dirais qu'un projet typique chez nous, ça s'échelonne avec nos amis de GTI, là, 3 à 6 mois à peu près, hein, maximum, selon le nombre de machines, le nombre de capteurs. C'est des projets quand même assez lean puis assez... tu sais, on veut que nos clients profitent des retours sur investissement assez rapidement, donc on essaie de ne pas s'étirer dans le temps. S'il y en a parmi vous qui disent « Ouais, par où je commence? » si jamais ça vous intéresse, il n'y a aucune obligation. Vous avez juste à nous écrire sur Contact Andromédiathèque. Moi, je peux vous fournir une magnifique grille de 10 questions qu'on a développées lors d'un événement, justement, avec nos amis de Cogep, mais qu'on a peaufiné quand il y a eu la sainte pandémie qui est arrivée, parce que là, on ne pouvait plus aller dans les usines. Donc, moi, j'ai 10 bonnes questions pour vous autres. Vous remplissez le questionnaire honnêtement. Par la suite, si vous voulez avoir une évaluation budgétaire pour vos demandes en capital 2022, vous m'envoyez ça. Moi, je suis capable, en dans 10 jours ouvrables, de vous faire une proposition. Puis là, vous allez savoir exactement votre plan d'action pour implanter votre premier projet de maintenance 4.0. Donc, voilà pour la grille. En conclusion, étant donné qu'on s'approche, alors quand j'étais une jeune ingénieure d'usine, souvent, c'était les gens de production qui appelaient les gens de maintenance pour dire « Hey, viens voir, là, ça marche pas! » Puis là, les gens de maintenance, clopin, bon, on va à la salle de contrôle, essaye de troubleshooter, pas de données, prends des mesures, fais venir le gars de vibration, ça finissait plus. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est ailleurs. J'espère que je vous ai fait la démonstration. Maintenant, avec la maintenance 4.0, c'est l'inverse qui se passe. C'est les gens qui s'occupent de la santé des machines qui vont voir les gens d'opération pour dire « Hey, tu vides 2 fois plus de nuit que de jour, que se passe-t-il? » Ben, moi, Sylvie, j'aurais aimé ça, avoir eu ça dans mon temps quand j'étais à la maintenance. Ouais, que j'en aurais viré de bord. Mais oui! Donc, je pense que, en conclusion, je pense qu'il y a une nouvelle ère qui s'en vient dans nos usines de maintenance 4.0. Ça va être beaucoup plus agréable de travailler en maintenance avec des mesures en continu, de l'analyse et de la surveillance en continu également, des demandes de bon travail qu'on peut rendre intelligentes et pertinentes. Puis, ben, avec un super bon outil comme GuideTI, je pense qu'il y a moyen de faire de quoi de vraiment intéressant pour votre usine. Alors, merci beaucoup à tous. J'espère que vous êtes prêts pour atteindre le 0 panne. Et maintenant, ben, Gilles et moi et Richard, on est prêts à répondre à vos questions en espérant que vous en avez.
Oui, ben, en tant que modérateur, si vous avez des questions, soit par écrit, vous pouvez les poser dans le GoToMeeting, ou vous avez même l'option, je crois, de lever la main. Puis à ce moment-là, je pourrais même ouvrir le micro, là. Donc, je surveille mon écran, mon tableau de bord. Moi, Si Puis, les peut-être, gens sont trop je- timides, peut-être rajouter au niveau d'implantation, là, ça peut être des projets pilotes. Là. Je sais pas c'est quoi tes plus petits projets que tu peux faire, là, mais ça peut être ben, tout à fait. C'est un très bon point que tu amènes, Gilles. Souvent, euh, mes amis clients en maintenance, c'est pas des bons vendeurs pour des projets. Fait que souvent, ils vont commencer par un petit projet pilote. Et là, ils font un effet wow avec la direction. Et là, ils peuvent implanter sur d'autres lignes. Alors, c'est souvent le modèle qu'on adopte avec eux. On commence par régler une grosse douleur dans l'usine, on fait le projet, il y a un effet wow, puis là, c'est beaucoup plus facile après pour nos amis de la maintenance de vendre un plus gros projet. Il y en a d'autres qui n'ont même pas besoin de ça, ils sortent leurs statistiques de leur guide TI, puis ça parle. Alors, ils font leur Pareto, ils sortent les principales machines qui causent les arrêts, ils calculent combien ça a coûté dans les 2 dernières années, puis bingo, ils passent le projet comme ça. c'est ça. C'est surtout une analyse de criticité qu'il faut faire. Vraiment. Un peu dans des méthodes AMDEC, là, vous n'êtes pas obligé d'aller aussi Oui, loin que ça, là, mais c'est un peu, est-ce que j'ai les moyens pour détecter une panne éventuelle? Tu sais, des fois, tu n'as pas moyen de savoir que cet équipement-là est critique, mais tu n'as pas de moyen de contrôler qu'il peut y avoir une panne. C'est ceux-là que oui. tu veux capter en premier. C'est surprenant des fois comment un équipement qui est sur le toit ou caché dans le fond de l'usine, ça cause l'arrêt de toute l'usine. Mais ça, c'est J'ai la vu ça souvent. Ouais, c'est ça, effectivement. Loin des yeux, loin du cœur. Donc, ben, prochaines étapes. j'ai pas de main levée ni de questions. C'est bon, Ben, ben, on va aller avec la prochaine étape. Oui. C'était pas qui voulait parler de ça, ah, attends un Sylvie. petit peu, j'ai-tu quelque chose? Euh, ouais. Bob, il n'y a pas de question, Bob? Non, OK. Où on a été trop clair, Gilles? Ah, peut-être, je sais pas. Prochaines Donc, étapes. ben, j'ai une question ici. Donc, votre réseau de capteurs est indépendant du réseau informatique de l'usine. Il n'y a donc pas de risque de vol de données ou d'accès non désiré à la base de données. C'est ce qu'on privilégie, puis c'est pour ça que les gens des TI, souvent, ils nous aiment parce qu'on est comme dans notre petit réseau. Puis on n'est pas obligé de s'installer sur leurs précieux serveurs. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Moi, j'ai peut-être même une question en tant que mon, étant donné que j'ai déjà travaillé dans l'alimentaire, on a souvent un Oui, environnement très hostile là, dans oui. les capteurs. Qu'est-ce que c'est dans un environnement où il y a beaucoup d'humidité, beaucoup de vapeur, beaucoup de saleté, beaucoup de poussière. Lavage au caustique, à l'acide, puis tout, Ouais, là. Ben écoute, habituellement, tu sais, comme là, je vous ai montré une classe de capteurs qu'on installe vraiment beaucoup en usine. Celui-là, il est IP65. On sait que ça ne convient pas dans les usines alimentaires. Donc, dans les usines alimentaires, on va évaluer le milieu et on peut euh, euh, emboîter ou carrément changer de sensor pour que ça comble. Habituellement, c'est IP69, toi, quand tu travaillais dans ces milieux-là, que ça prenait, ouais, oui, faire? ouais, C'est ça. Ça fait oui. qu'habituellement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va upgrader les boîtiers, les capteurs pour aller chercher du Mhm. IP69. On peut même mettre ça dans des boîtiers en stainless, par exemple, pour être sûr qu'il n'y a aucun problème avec les produits chimiques là, quand ça lave à grande eau. Fait qu'on s'adapte au milieu industriel de nos clients. Bonne question. Good. Ben, ok, écoute, j'ai pas d'autres questions qui Donc, aident, j'ai pas de main levée. Écoute, fait qu'on va, je pense qu'on va prendre faut le pas rapport oublier avec un autre sujet. qu'on a un sondage. Vous allez recevoir un sondage à la fin du webinaire. Donc, il y a plusieurs questions. Il y a des questions de Cogep, des questions aussi d'Andromédia. Donc, on aimerait beaucoup que vous puissiez répondre à ce sondage-là. Ça va nous aider pour la suite. Oui. Alors, voici la petite slide sondage.
Et ça, vous l'envoyez directement de GoToWebinar, c'est bien ça? Oui, ça va partir effectivement à la fin du webinaire, ça va partir. D'accord. Bon, bien, merci beaucoup d'avoir assisté au webinaire. Alors, merci à tous et puis un gros merci aussi aux gens de GTI de nous avoir permis de parler, de Cogep, pardon, de nous avoir permis de parler d'un sujet qui nous passionne, nos deux entreprises maintenant. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de journée. Merci. Bye. Au revoir.